Bon, on va regarder un peu le C14, qui est l'isotope qu'on va travailler avec pour cette expérience. La première chose qu'il faut savoir, c'est un isotope qui n'est pas nécessairement considéré comme dangereuse. C'est une particule qui a une assez basse énergie. Donc, ça ne peut pas pénétrer le papier, ça ne peut pas pénétrer le sarrau, ça ne peut pas pénétrer la peau. La seule façon qu'on peut faire du dommage, c'est par ingestion ou par contact avec les yeux. Donc, si on porte les lunettes de sécurité pendant ce laboratoire, tout devrait bien aller. La première chose que vous allez voir quand vous allez rentrer dans le laboratoire, vous allez voir ce papier blanc. On considère que ce papier blanc-là est contaminé. Et on voit aussi le ruban jaune ici qui indique la radioactivité. Okay? Donc, vos manuels de laboratoire, vos cahiers, vos coffres à crayons, laptop, ces choses-là, ne doivent jamais aller là-dessus. Okay? Donc, on garde ça dans la zone froide qu'on appelle. Ici, j'ai étalé des pipettes puis des tiges de verre, des seaux, des choses comme ça, juste pour démontrer quand on travaille avec la radioactivité, avec quelque chose comme le C14 ne peut pas passer à travers du Kleenex. Okay? Donc, si je travaille avec la tige de verre a touché à du matériel radioactif, je la dépose sur un Kleenex. En faisant ça, je minimise la contamination sur le papier absorbant. Donc, je minimise la contamination sur moi-même. Okay? On considère quand même que le papier absorbant est contaminé. On ne sait pas qui a travaillé là avant nous autres. Okay? Donc, c'est important de toujours garder une certaine distance du papier. De même, notre sarrau ne va pas aller toucher au papier. Okay? Un autre détail important, c'est s'assurer de ne pas accoter ses bras sur le papier parce qu'on risque de contaminer nos sarraux. Un autre détail important, quand on travaille avec la radioactivité, c'est important de toujours travailler au-dessus du papier. Okay? Ce papier-là est fait pour absorber n'importe quoi qui va tomber dessus. Donc, s'il y a un dégât, ça va tomber sur le papier, puis ça va être absorbé. C'est très facile de nettoyer si ça arrive. Si on travaille au-dessus du plancher, on échappe, on a un spill sur le plancher, puis qui demande beaucoup plus d'attention que sur le papier. Alors maintenant, on va regarder comment organiser les déchets qu'on va générer pendant cette expérience. Première chose qu'il faut savoir, c'est que tous les déchets solides doivent aller dans ce contenant. Okay? Même chose pour les Kleenex, les gants ou n'importe quel papier ou n'importe quel déchet solide que vous allez utiliser pendant l'expérience. À la fin du laboratoire, quand tout est terminé, vous prenez le contenant et vous le videz dans la poubelle appropriée. Okay. Pour les déchets liquides, tout ce qui est dans les tubes, comme ça ici, peut aller dans la bouteille de déchets qu'il y a dans la hotte. Okay. Celui qui est un peu spécial, c'est celui-là ici. Okay. Ces contenants ont la source radioactive. Donc, c'est la partie la plus radioactive que vous allez travailler avec pendant l'expérience. Donc, on ne veut pas jeter ça dans les déchets. Tout ce que vous avez à faire, c'est les laisser sur votre banc, puis nous, on va s'en débarrasser de façon appropriée. Donc, nous avons déjà vidé le liquide radioactif dans le contenant de déchets dans la hotte. Ensuite, ce que nous avons à faire, c'est de déposer les tubes dans de l'eau savonneuse. Ce qui est très important, c'est de complètement submerger le tube. Donc, on travaille avec du C14 glucose qui est soluble dans l'eau. Donc, de l'eau avec du savon va complètement nettoyer les tubes. Donc, ça va tremper là pendant 24 heures. Puis,
le lendemain, les tubes vont être nettoyés, puis toute trace de radioactivité va être disparue. Alors ici, on a la pipette. On sait que la pipette, on travaille avec pendant presque tout le laboratoire. Nos gants touchent à du matériel radioactif. Donc, on s'attend à ce que la pipette soit contaminée. Donc, la première chose qu'on fait, on change nos gants, on met des gants propres. Puis, on rince la pipette. Encore une fois, le C14 glucose est soluble dans l'eau, donc on va enlever toute trace de C14 sur la pipette. Une fois qu'elle est bien nettoyée, on l'éponge et on la retourne à sa place sur le banc de travail. À la fin du laboratoire, on va vérifier comment propre vous avez travaillé avec la radioactivité. Donc, on va tester le laboratoire, votre sarrau, vos souliers, les bancs, les endroits qui pourraient y avoir de la contamination. De la manière qu'on fait ça, on utilise des wipe tests. Okay. Donc, on prend un papier, on le mouille avec de l'eau, puis on essuie l'endroit qu'on veut tester. N'importe quelle trace de C14 va être absorbée par le papier. Okay. Ensuite, on met ça dans une fiole à scintillation. Et on y ajoute du liquide à scintillation. Très important, quand on fait un wipe test, de travailler premièrement avec des gants propres. Donc, avant de faire le wipe test, on change nos gants. L'autre chose qui est importante, c'est de travailler avec du matériel qu'on sait qui est propre. Donc, comme vous voyez, tout mon matériel est à côté de l'endroit qu'on sait qui est considéré contaminé. Si je mets mon papier sur le papier blanc ici, je pourrais accumuler de la contamination sur mon papier, puis on va le voir sur la machine. Donc, on va penser que l'endroit que vous avez testé est contaminé. Donc, c'est très, très important de travailler avec du matériel qui est propre. Ici, on a un rack qui va dans le compteur à scintillation. On peut voir qu'il y a des échantillons dedans. Ce que vous devez noter, c'est les numéros qu'on peut voir ici. Ils sont de 1 à 18. Okay? Vous devez avoir 15 échantillons à la fin du laboratoire. Si vous suivez le manuel de laboratoire, vous pouvez retourner puis aller voir quel échantillon est au numéro 1, au numéro 2, au numéro 3, et ainsi de suite. La seule chose que vous allez avoir sur votre résultat, c'est des numéros de 1 à 15. Okay? Les échantillons ne sont pas nommés, seulement que des numéros. Donc, c'est important de suivre le manuel. L'autre chose qu'on doit noter, c'est, ici on voit user number 2. Okay? Donc, vous devez savoir c'est quoi le user number que vous avez travaillé avec pendant l'expérience. C'est la seule chose qui va identifier vos résultats. Il n'y aura pas de numéro de groupe, il n'y aura pas de nom. La seule chose qui identifie vos résultats, c'est le user number. Donc, c'est très important d'avoir ce numéro-là avant de partir du laboratoire. Alors ici, nous avons le liquide à scintillation. Okay? Ce liquide contient des fluors. Okay? Alors, quand la particule bêta frappe un fluor, une molécule de fluor, le fluor est excité. Et quand il relaxe, il relâche un photon. Okay? Donc, une particule bêta va frapper plusieurs fluors sur son chemin, ce qui va résulter en une émission de lumière. Okay? L'intensité de cette lumière correspond à l'énergie de la particule. Donc, c'est très important d'avoir ce liquide à scintillation-là dans tous les échantillons. Sans le liquide, on ne peut rien détecter. Okay? Le liquide va déjà avoir une pompe, okay, qui prémesure à 2,5 ml. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est tranquillement
mettre 2,5 ml de liquide à chacune de vos échantillons. Alors ici, on a le compteur à scintillation. C'est un instrument qui est capable de détecter la radiation gamma ainsi que la radiation bêta, qui sont des électrons qui viennent du noyau. Okay? Dans cette expérience, on travaille seulement qu'avec la radiation bêta. Donc, ce qui arrive, c'est on voit le vial qui entre dans une chambre entourée de tubes photomultiplicateurs. La lumière qui est émise par les flashs, lesquels on parlait tantôt quand on expliquait le liquide à scintillation, est capturée par les tubes photomultiplicateurs, puis un signal électrique est produit. Donc la chambre de tubes multiplicateurs est isolée avec du plomb. Okay? Tout ça pour éviter la détection de radiation qui vient de l'extérieur. Okay? Donc, ce que l'instrument fait, c'est mesure l'intensité de la lumière. Okay? Puis, cette intensité-là peut dire à la machine quel isotope est présent. Donc, une intensité faible veut dire du tritium, une intensité médium veut dire du C14, et une autre intensité voudrait dire du P32. Okay? L'instrument mesure aussi le nombre de flash qui est émis par la lumière et estime le nombre de particules relâchées par l'échantillon. Okay? Mais pas toutes ces particules-là sont détectées par l'instrument. Donc l'instrument doit être calibré pour que les particules relâchées par l'échantillon, donc les DPM, soient calculées à partir des comptes mesurés par les tubes photomultiplicateurs. Alors, si on voit un exemple de feuille de résultats, okay? Si on voit les CPM, okay, qui sont les comptes par minute, et ici on voit les DPM, donc la désintégration par minute, et qui sont les particules relâchées par l'échantillon. Ceci a été calculé par la machine.